dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième update lecture du mois de mars. J'ai 3 livres à vous présenter que j'avais très hâte de vous faire. Je m'excuse d'avance si on entend des petits roucoulements, je vois pas trop comment appeler ça autrement, mais ma petite minouchette, celle qui vient nous faire chier à peu près à toutes les vidéos, vit ses premières chaleurs. Et un chat qui a ses premières chaleurs, se métamorphose en chanteuse d'opéra. Voilà. À peu près. Bref, vous l'entendrez très probablement dans cette vidéo parce que c'est la titille un petit peu, mademoiselle. C'est assez rigolo. Même si des fois on a l'impression qu'elle pleure, elle me fait trop de peine, mais c'est pas grave. On commençons tout de suite avec le premier roman de cette lecture. On va pas s'arrêter plus longtemps là-dessus, sur ma petite minette qui a ses premières chaleurs. Et parlons de Souveraine, le tome 2, Poussière d'étoiles de Laura Sébastien, publié chez Casterman. Le premier tome avait été une super bonne lecture et... Bah écoutez, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire, ça a été une très très bonne lecture encore. D'ailleurs, je lui ai mis un petit coup de cœur pour le coup, j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Et d'ailleurs, je peux déjà vous spoil, mais le tome 3 est dans ma pile à lire d'avril. Voilà, c'est officiel, c'est clair et net. Je veux lire la suite et la fin de cette trilogie, donc ce sera chose faite en avril, c'est certain. Dans ce roman, on va se retrouver un petit peu dans une vibe au Pont des Tempêtes, puisque, une vibe style Pont des Tempêtes, parce qu'au Pont des Tempêtes ça ne veut rien dire, mais bref, un peu dans le même style, puisque Silara a été élevée par son père pour renverser un royaume, pour trahir, tuer et compagnie, l'impératrice Margaro n'est pas en reste et a élevé ses 3 filles pour aller épouser les princes héritiers des royaumes voisins, et pour pouvoir, petit à petit et très insidieusement, grâce à ces 3 merveilleuses filles, étendre son pouvoir sur tout l'Empire. On suit donc Sophronia, Daphné et Béatrice, les 3 jeunes filles qui ont été envoyées dans 3 royaumes différents dans le tome 1, et on suit un petit peu, encore une fois, leurs aventures. Je vous en dirai pas beaucoup plus de tout ça, évidemment vous vous en doutez, il y a plein de choses cachées, il y a plein de petits détails qui vont petit à petit venir à jour, et puis accessoirement, quand t'arrives dans un nouveau royaume, que t'épouses quelqu'un, potentiellement tu peux aussi t'attacher à lui et te retrouver un petit peu pris entre deux feux. C'est de la fantasy young adulte dans lequel les étoiles ont un pouvoir, et notamment ces fameuses 3 jeunes filles seraient potentiellement nées de la chute d'une étoile. J'en dirai encore une fois pas beaucoup plus, je vous laisserai découvrir cette saga qui franchement vaut vraiment le détour. Ce tome 2, je l'ai particulièrement aimé. J'ai mis un petit peu de temps à lire parce que je l'ai commencé en même temps que Mad Majesty et puis finalement je l'ai un peu laissé de côté parce que je pense que j'étais tellement encore dans le Pont des Tempêtes que mon cœur avait du mal un peu à se détacher pour rentrer dans Souveraine. Accessoirement, c'est un livre que j'ai lu il y a un petit moment et déjà à l'époque, je confondais 2 des sœurs quasi systématiquement. Du coup là, il y a eu un moment, je sais pas pourquoi, parce qu'elles se ressemblent pas du tout, mais je sais pas pourquoi ces 2-là, ça voulait pas rentrer. Il y a toujours des moments où il fallait que je me remette vraiment à chaque fois, chaque changement de chapitre et chaque moment où je repartais vers l'une ou vers l'autre. J'avais un petit moment, pour me mettre dedans. Ça n'a pas manqué, là le début a été un petit peu brinque-ballant puisque j'avais des souvenirs qui ne correspondaient pas aux bonnes sœurs. Voilà. Petit à petit évidemment c'est passé, je me suis complètement mis dedans et très vite je me suis laissée complètement happer. D'ailleurs j'avais lu un petit peu les premiers chapitres et puis quand je l'ai réattaqué après avoir lu Mad Majesty en quelques jours, c'était complètement torpillé parce que on se laisse complètement prendre au jeu. Il y a beaucoup plus d'action que dans le tome 1, où le tome 1 c'était quand même un roman qui nous mettait un petit peu, qui nous dressait un petit peu le portrait de ces 3 héroïnes, qui nous dressait aussi un petit peu un état des lieux du royaume, enfin voilà forcément. Là on est quand même un peu plus dans de l'action pure et dure, on va vraiment prendre les événements juste après ce qui s'est passé à la fin du tome 1. Si vous avez lu le tome 1, vous savez de quoi je parle, je ne m'en suis toujours pas remise. Et on va enchaîner comme ça l'action petit à petit. Ah, je vous avais parlé de la Castafiore, c'est parti. C'est parti la Castafiore et de partie. Et de la partie. Freya. On dirait un peu qu'elle souffre quand même. Et qu'elle appelle, elle appelle à la clémence de quelqu'un. C'est pas la seule puisque les héroïnes de ce roman appelleraient probablement à la clémence de plus d'un personnage. En tout cas, il y a énormément d'action, les personnages sont hyper touchants et je pense que je les ai encore plus aimés dans ce tome 2 où vraiment je les ai vus se dévoiler, il y a des choses qui pouvaient m'agacer parfois dans le tome 1 que j'ai beaucoup moins retrouvé ici. J'ai trouvé en plus de ça vraiment que l'action était très bien découpée sur tout le roman, le fait qu'on vogue à chaque fois d'un point de vue à l'autre, ça rajoute évidemment du dynamisme à l'histoire. Le récit est énorme, le livre me paraît énorme, mais en réalité je trouve que ça se lit vraiment tout seul. Bon, accessoirement, c'est pas non plus écrit trop petit, ça va. Mais voilà, ça se lit vraiment très bien, très vite. Et c'est vraiment une petite pépiste bien sûr, c'est mieux qu'une pépite. C'était vraiment une très bonne lecture, moi j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que... En fait tout ce que j'avais aimé dans le tome 1, je l'ai trouvé là mais en mieux. J'ai trouvé que, encore une fois, on a clairement une autrice qui ne nous fait absolument pas de cadeaux et ne fait aucun cadeau à ses personnages. Mais franchement, ça fonctionne même très bien. C'est un très bon livre et je vous conseille vivement de découvrir cette saga. Et de toute façon, on se retrouve très vite pour vous parler du tome 3.
Parce que soyons très honnêtes, je pense vraiment que ce sera ma première lecture du mois d'avril. Voilà, j'ai vraiment envie de connaître la fin et je pense que je ne tiendrai guère longtemps avant d'attaquer cette suite. Après ça, j'ai lu l'expreuve, Extramuros, le tome 1, l'épreuve de Noémie Bourgois. On est sur un livre auto-édité et on est sur une vibe à la Hunger Games. En effet, on va suivre Anaëlle, une jeune fille qui vit dans un monde plutôt... Enfin, du côté de la barrière de son monde où c'est plutôt défavorisé. Les villes sont complètement emmurées, il y a eu des grosses catastrophes naturelles qui font que, franchement, elle vit dans un monde où il fait très très chaud, où c'est particulièrement pénible parce qu'ils n'ont pas de climatisation ou quoi que ce soit. Bref, c'est pas foufou, et en plus de ça, une espèce de menace gronde à l'extérieur. On sait pas vraiment ce que c'est, on sait juste que quand l'alarme retentit et que la menace est de sortie, bah faut se planquer parce qu'on risque de crever. Voilà. Anaëlle, elle vit dans ce monde et elle vit surtout dans le Varksas, qui est vraiment la partie, vraiment c'est les bas quartiers, c'est les endroits où vivent les personnes les plus pauvres, qui vont avoir des salaires de misère pour des métiers qui vont vraiment leur briser la santé, et elle essaye de faire de son mieux pour subvenir à ses besoins, mais aussi et surtout à ceux de son père qui est malheureusement malade. Du coup, depuis toute jeune, elle ne rêve que du moment où elle pourra participer à l'épreuve. Mais pour ça, il faut avoir 18 ans. Et Anaëlle, justement, ça tombe bien, elle vient d'avoir 18 ans et du coup, elle peut s'inscrire à l'épreuve. Tous les premiers du mois, des noms vont être tirés au sort parmi les habitants du Varksas. Et s'ils remportent l'épreuve, il peut y avoir 1, 2, 3, ça dépend de chaque épreuve, un gagnant. S'il gagne cette épreuve, on obtient le droit d'aller dans les meilleurs quartiers. Et cela, j'ai complètement la zone privilégiée, le Tingas. Voilà. Dans cet endroit, on nous vend évidemment du rêve, d'un endroit où voilà, on a du travail, on a plein de choses. Un monde qui est en fait assez similaire au nôtre quand même, hein, il faut le dire. Bref, du coup Anaëlle, évidemment, ni une ni deux, elle a besoin de participer à l'épreuve et surtout elle a besoin de la gagner. Donc dès ses 18 ans, elle va s'inscrire. Et je ne vous en dirai pas plus, évidemment. Donc en effet, vous l'aurez vu, on a quand même un petit peu des vibes à la Hunger Games avec les bas quartiers qui se battent dans une émission télé qui est retranscrite dans les district du coup chez Hunger Games, c'est ici dans les deux quartiers, le Tingas et le Varksas. Enfin dans les deux zones d'ailleurs plus que quartier, je fais que dire quartier mais en réalité c'est plus des zones. Hein. Voilà, on va avoir encore une fois un gouvernement qui est tout puissant, qui a toutes les richesses mais qui plutôt que de les diviser de manière équitable ne le fait pas exactement. Et on a encore une fois une épreuve qui peut être mortelle, puisque c'est une épreuve qui peut parfois être quelque chose de logique, mais parfois c'est des épreuves plus physiques, et très fréquemment il y a des morts lors de ces épreuves. Donc des épreuves qui peuvent être mortelles pour obtenir un statut un peu plus privilégié. Anaëlle, c'est une héroïne que j'ai adoré découvrir, je trouve qu'elle est particulièrement bien dépeinte, notamment dans les scènes où elle souffre, je trouve qu'il y a vraiment... c'est horrible à dire, mais je trouve que l'autrice réussit très très bien la souffrance. Les scènes d'action également sont très très bien foutues, et putain l'univers est juste génial. Ça fait longtemps que j'avais pas lu une dystopie qui m'avait autant plu, et voilà, qui m'avait vraiment donné cet effet-là. Je parle pas évidemment des dystopies de Christina Dalcher, qui elles sont un peu plus... C'est pas le même public qui est visé et ça se sent, mais ça reste des dystopies qui pour moi peuvent être totalement mises en parallèle parce qu'elles sont très très bien l'une et l'autre. Encore une fois, comme je vous le disais, le personnage d'Anaëlle est juste génial et j'ai particulièrement aimé l'ambiance de cet univers. On ressent presque physiquement la chaleur que va ressentir Anaëlle tous les jours, la pénibilité de son métier, la pénibilité de sa situation, sa peur de perdre son père, sa peur de ne pas y arriver, sa peur de ne pas être à la hauteur, et surtout cette volonté toujours encore de se battre pour ceux qu'elle aime, et tout particulièrement pour son père qu'elle veut à tout prix sauver. En un mot commençant, pour moi, dans cette saga, on a tout ce qu'on peut attendre d'une bonne dystopie, avec des héros qui sont à la hauteur, des personnages qui franchement sont très très bien écrits, mais surtout aussi un univers qui fonctionne très très bien, où on va très vite comprendre que le gouvernement nous dit pas tôt, qu'il y a plein de petites choses cachées tout autour, et que potentiellement, Anaëlle c'est juste un pion dans l'échiquier un peu macabre de cette espèce de jeu de qui va à vie, qui meurt, voilà. En tout cas, c'est un très très bon roman, le tome 2 vient de sortir, donc n'hésitez pas si vous hésitez, du coup c'est très con cette phrase, mais n'hésitez pas si le cœur vous en dit à découvrir ce roman. Personnellement, je l'ai vraiment dévoré, j'ai adoré ce livre, il est très 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 bien écrit, il est très 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 bien pensé, bref, c'est une dystopie qu'il faut à tout prix découvrir, et puis encore une fois, si vous avez aimé Hunger Games, pour moi, vous aimerez forcément celui-ci. Et je parle d'Hunger Games, mais ça vaut pour beaucoup des dystopies un peu de cette époque-là. Troisième et dernier roman, mais pas des moindres, Nos Résiliences d'Agnès Martin-Lugan, publié chez Pocket. Bon, on va quitter un petit peu les univers de fantasy, de dystopie, tout ça, voilà, l'imaginaire, on le laisse de côté, et on part dans du bon vieux contemporain. Je vous préviens d'avance, il va forcément y avoir un petit peu de spoil, dans le sens strict du terme, puisque le résumé ne nous dit absolument rien du roman, et que pour pouvoir vous en parler, j'ai quand même besoin de pouvoir vous dire de quoi ça parle. Donc si vous voulez vous contenter du résumé que l'on a en 4ème de couverture,
je vous invite évidemment à passer votre chemin. Je vous dirais simplement que c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui m'a énormément touchée, qu'encore une fois la plume d'Agnès Martin-Lugan a été à la hauteur de mes attentes. C'est encore une fois quelqu'un qui arrive à nous parler de petits moments de vie, plus ou moins pénibles, mais à le faire de la bonne manière, avec des mots qui peuvent être tranchants, mais touchants également, et qui arrive vraiment à s'insinuer dans la psychologie humaine, dans la psychologie là ici d'un couple, d'une famille, et je trouve qu'elle le fait à la perfection. Elle arrive à faire en sorte que, même si des personnages font des choix un peu pourris parfois, bah on leur en veut pas totalement, parce qu'ils sont tellement bien construits, qu'ils sont cohérents et qu'ils sont humains. Ça, c'était l'avis sans spoil, et si évidemment vous ne voulez pas en savoir plus sur le récit et vous lancer comme moi je l'ai fait en ne sachant pas du tout de quoi ça va parler, je vous invite à partir, je vous souhaite une très bonne journée du coup, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si par contre vous voulez qu'on discute un petit peu du résumé, bah voilà, c'est le moment. Dans ce récit, on va suivre un couple, une famille même, puisque Ava et Xavier sont mariés depuis plusieurs années, ils ont 2 enfants, et en soi, tout va plutôt bien pour eux, tout va plutôt très bien pour eux. Ils sont très amoureux, c'est vraiment le couple un peu idéal, voilà, tout va bien entre eux, ils ont une sexualité épanouie, ils sont beaux, ils sont... Enfin voilà, vraiment, le couple parfait. Même si en réalité, bah tout n'est pas toujours parfait. Ava, elle a de plus en plus de mal à ce que Xavier soit pas toujours très présent. Elle a du mal à vivre le fait qu'il la laisse un petit peu des fois sur le côté, qu'il délaisse un petit peu sa famille parce que il est passionné par son métier. Ce qui s'entend, il est vétérinaire. Et puis un jour, le drame. Le drame qui va justement mettre un petit peu en lumière toutes ces petites choses qui n'allaient plus toujours très bien dans leur couple. Puisque Xavier va avoir un grave accident de moto, il va percuter une cycliste qui est pareil, dans un état lamentable, voilà. La culpabilité ronge complètement Xavier. Ça, et le fait évidemment d'être immobilisé quand on a toujours été quelqu'un d'actif. Et Ava, elle va se plier en deux pour essayer d'être là pour son mari, pour essayer de lui faire retrouver un petit peu la joie de vivre, etc. Et c'est pas facile parce qu'elle se heurte littéralement à un mur. Bref, je n'en dirai pas plus que ce résumé qui pour moi est déjà amplement suffisant pour comprendre un petit peu de quoi ça nous parle. Je pense que Nos Résilients c'est le titre parfait parce qu'en effet, il faut accepter parfois toutes ces petites choses de la vie, il faut accepter aussi de voir d'une manière différente son couple, sa famille, et je trouve que c'est exactement ce que va raconter ce roman. Il est vraiment pas facile, et on l'a lu en lecture commune avec mon amie Juliette qui disait que elle aurait peut-être apprécié d'avoir au moins des trigger warnings, puisque comme on n'a pas de résumé, on ne sait pas de quoi ça parle, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile, il y a vraiment ce milieu hospitalier qui est quand même très présent, l'accident il est quand même assez violent, même si on n'a pas de description totale de ça. Je pense quand même que c'est pas un livre qui a à mettre entre toutes les mains, dans le sens où ce qu'il raconte, ça peut heurter la sensibilité de certains. Parce que oui, cette attente à l'hôpital, quand ton mari vient d'avoir un accident, elle est vraiment très très bien dépeinte. Et toutes les émotions de Ava, puisqu'on va suivre son point de vue à elle, sont particulièrement bien dépeintes. Moi, je me suis vraiment sentie en colère pour elle, parfois triste également, mais aussi contente parfois. J'ai vraiment ressenti toutes ces émotions. Je trouve que, encore une fois, elle réussit vraiment un chef-d'œuvre pour réussir à nous raconter les émotions, nous raconter les gens. C'est vraiment une réussite et j'ai adoré découvrir ce récit. Évidemment aussi, il y a des moments qui m'ont agacée, mais parce que, encore une fois, c'est très bien fait, hein. C'est pas le roman qui m'a agacée en lui-même, c'est vraiment des émotions que j'ai vécues aux côtés des personnages. C'est un livre qui est très intense, qui est très très bien écrit. On a vraiment cette difficulté de remonter la pente que va avoir Xavier, et de l'autre côté, on a Ava qui essaye tant bien que mal de lui tenir la main, de le hisser, mais au bout d'un moment qui n'y arrive pas, qui tient un peu à bout de bras sa famille, et puis qui peine, qui se sent seule au monde, qui se sent abandonnée par son mari. C'est des émotions qui sont tellement intenses, tellement vives. Bref, c'est une petite pépite, encore une fois, Agnès Martin-Lugan n'a pas peur de parler des choses qui font mal, et surtout elle le fait particulièrement bien. C'est un très beau roman qui se lit tout seul, honnêtement. Juliette m'avait prévenue, elle l'a commencé un petit peu avant moi, et elle m'avait dit, finis le livre que tu lis actuellement, lis-le après, parce que je pense que c'est un livre que tu vas dévorer d'une traite. Et il est vrai que je l'ai lu sur la journée de dimanche. D'ailleurs, hier, au moment où je fais cette vidéo. Et voilà, le premier chapitre, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans parce que toujours il y a un côté... j'ai toujours un peu cette impression-là d'être devant une famille que je vois évoluer, et du coup il y a des passages qui sont plus ou moins intéressants avec de gros guillemets, mais du coup le début est toujours un petit peu contemplatif, et puis finalement petit à petit j'étais tellement à fond dedans que je ne pouvais plus le lâcher, je voulais voir comment tout ça allait terminer, parce que en plus de ça, elle réussit à nous distiller un petit peu de suspense quant à ce qu'il va advenir de ce couple et de cette famille. Bref, une petite pépite signée Agnès Martin-Lugan que je vous conseille du fond du cœur.
C'est déjà tout pour cette update lecture, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces 3 romans qui ont été de très belles découvertes pour moi. En tout cas, aucun regret de m'être lancée dans chacun d'entre eux, franchement ce mois de mars pour l'instant c'est une petite pépite. J'ai très hâte de vous retrouver pour le prochain update lecture, mais comme je viens de commencer la pavasse du mois, j'ai très peur de prendre un peu de retard dans mes lectures. Et ça m'ennuierait beaucoup, mais on est à plus de 1000 pages. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous savez de quel livre je vous parle. Et pour ça, petit indice, il est dans ma pile à lire du mois. Je vous préviens en avance comme ça. Allez, je vous fais de gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!